Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Donc déjà merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Mélanie Trouman-Chager et je travaille pour le campus des métiers et des qualifications éco-construction et efficacité énergétique. Je vais vous présenter rapidement le campus et vous expliquer aussi dans quel cadre s'organise cette conférence. Donc en fait, le campus des métiers, on est un réseau d'acteurs, donc d'établissements de formation initiale et continue, qui est basé sur le territoire alsacien. Donc on travaille avec des lycées, des CFA, des écoles d'ingénieurs et également des branches professionnelles et des acteurs institutionnels comme par exemple la région, l'agence qualité construction, le centre de ressources énergie.pro. Et l'idée c'est vraiment de monter des projets collaboratifs pour sensibiliser tout le monde, les élèves, les étudiants, les enseignants, au bâtiment durable, donc leur donner envie de se former dans ces métiers-là, leur montrer qu'il y a des nouvelles compétences, qu'il y a des nouvelles choses à faire et que le bâtiment justement c'est un enjeu dans la transition écologique et qu'il faut y aller et qu'il faut faire des choses ensemble pour y arriver. Donc c'est un petit peu nos objectifs. On travaille aussi sur la formation des enseignants et des élèves à toutes les nouvelles compétences dans le bâtiment durable et évidemment la promotion des métiers et des formations. Donc juste aussi un petit aperçu, donc comme je vous le disais, on est plutôt sur le territoire alsacien, donc du nord au sud de l'Alsace, avec également les partenaires que vous voyez à l'écran. Et cette conférence, elle s'inscrit particulièrement, donc c'est une conférence que nous organisons en collaboration avec le Centre de ressources Envirobat Grand Est Énergie.pro qui est membre du campus, mais également avec l'association Les Bonnes Matières et aussi l'Eurométropole qui est présente aujourd'hui, qui commence également à vraiment intégrer les politiques de l'économie circulaire, enfin la thématique de l'économie circulaire en plein dans ces politiques. Donc cette journée, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'un projet Erasmus, un projet européen qui s'appelle To Be Free, donc Toward BIM and Biobuilding. Donc l'idée aussi de ce projet-là, c'est un peu la même idée que le campus, c'est de rassembler des gens pour justement montrer quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes manières pour donner envie aux gens de se lancer dans le bâtiment durable, dans l'éco-construction, à travers justement par exemple la maquette numérique qui permet de faire des choix pour mieux choisir ses matériaux, pour choisir des matériaux de réemploi, pour déconstruire, etc. Donc on a un certain nombre de partenaires européens qui sont présents aujourd'hui. D'ailleurs je les remercie parce que c'était un petit peu galère avec les grèves, etc. Donc pour toutes celles et ceux qui ont pu venir, c'est super. Donc vous le voyez, tous les logos qui sont présents, donc c'est toutes les personnes qui font partie de ce projet-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi la conférence sera traduite simultanément, donc en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français, et la première conférence qui sera également en anglais, donc sera traduite en français. Donc une petite présentation de tous les intervenants qui seront présents aujourd'hui. Donc nous avons l'honneur d'avoir la vice-présidente de l'Eurométropole qui est présente pour introduire la conférence aujourd'hui. Et nous aurons ensuite 3 conférences qui vous présenteront justement 3 projets qui ont su intégrer ou qui vont intégrer le réemploi. Donc des exemples très concrets, donc il faut en profiter pour poser des questions, pour voir comment est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on a pu rendre possible le réemploi, l'intégration du réemploi sur ce chantier. Et on est là pour apprendre, on est là pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, donc c'est l'objectif aujourd'hui. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Madame B, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, donc je ne vais pas présenter toutes vos casquettes parce que vous en avez de très nombreuses, mais vous êtes donc la vice-présidente de l'Eurométropole. Vous êtes également en charge donc de la revalorisation et de la réduction des déchets. J'ai noté aussi que vous étiez en charge de la qualité de l'air, mais aussi des politiques qui sont en lien avec la sensibilisation du jeune public au développement et aussi avec l'objectif donc 100% des énergies renouvelables, des enjeux sanitaires et des enjeux climatiques. Donc je vous laisse tout de suite la parole pour introduire cette conférence. Déjà bonjour à toutes et à tous, très contente d'être là aujourd'hui. Alors c'est un hémicycle que je connais mais sur d'autres sujets. Donc je suis déjà venue pour parler plutôt de violences faites aux femmes la dernière fois. Et puis voilà, et de divers sujets qui m'intéressent aussi dans la sphère où je suis. En tout cas, l'intérêt pour moi de pouvoir introduire cet après-midi est double. Déjà par ma casquette sur la collecte et la valorisation des déchets, et bien sûr sur le travail qu'on fait en ce moment sur l'économie circulaire et la feuille de route économie circulaire.
qui est travaillé en lien avec Catherine Trottmann et dont le volet, bien sûr, déchets et réemploi est un volet aussi important pour pouvoir aller le plus loin possible sur cette feuille de route qu'on veut assez dynamique et qui, vous le verrez la semaine prochaine, puisque ça sera débattu la semaine prochaine au niveau de l'Eurométropole, qu'on a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir aller de l'avant et être innovant. Alors c'est vrai que, je ne vais pas le rappeler, mais l'urgence climatique et l'épuisement de nos ressources naturelles se posent d'ores et déjà comme les plus grands défis à relever. Et c'est vrai que souvent, l'humanité, quand elle est dans la contrainte, elle va trouver des solutions qu'elle ne trouve pas quand finalement on est dans une période de croissance et où ne se posent pas forcément les questions économiques essentielles qui se posent aujourd'hui, justement sur la réflexion des ressources et sur le fait de peut-être expérimenter et renouveler notre façon de vivre et notre façon de voir l'économie. Cette économie linéaire que nous avons connue maintenant depuis bien longtemps, on voit bien, on va dire, les dégâts qu'elle cause sur notre Terre, sur la vie sur la Terre, et sur le fait que tous ces déchets qui sont produits, on ne sait plus quoi en faire. Il y en a tellement que les océans ne savent même plus comment les digérer. Et donc il y a urgence à ce qu'on trouve une autre solution et que ces éléments qui sont en fait des vraies ressources puissent repartir dans le circuit et redevenir finalement un élément essentiel de notre économie et de faire ce qu'on appelle finalement une économie circulaire, une économie de la ressource, de la fonctionnalité et repartir un petit peu comme ça a été fait après-guerre. Parce qu'après-guerre, on avait aussi ces problèmes économiques et on a bien été chercher comment travailler avec la ressource du territoire et finalement comment pouvoir rebondir et rebâtir les pays qui étaient complètement dévastés par la guerre. Alors c'est vrai que les métropoles ont un rôle important à jouer dans la conduite de ces transitions, puisque le rapport de l'UNED de 2018, le poids des villes, nous dit bien que les villes sont responsables, enfin les métropoles sont responsables de plus de 60% de la consommation des ressources, donc c'est pas neutre du tout. Et qu'à l'horizon 2050, elles vont accueillir plus de 2,4 milliards de citadins supplémentaires. Donc on voit bien que la demande en énergie, en eau, en logement et en alimentation va accroître sur des secteurs qui sont quand même contraints. Alors c'est vrai que l'objectif de la métropole, quand elle construit son plan climat, c'est aussi d'avoir une vision à 360 degrés, puisqu'il n'y a pas que la métropole, il y a tout ce qui se passe autour d'elle, et on voit que le territoire alsacien est un territoire assez riche, hein, un territoire très peuplé, donc il faut aussi qu'on puisse travailler en concomitance avec nos voisins, avec ceux qui sont à côté de nous, autour de nous, et dans le BTP ne construit pas que sur l'Eurométropole, mais construit aussi à Haguenau, Brumat, tous les secteurs finalement qui nous entourent. Donc l'enjeu, c'est aussi que les préceptes qu'on définit sur la métropole puissent être aussi travaillés au niveau d'un SCOTER, c'est au niveau de la région. Et la région est là et je les remercie d'être présents. C'est important parce que dans ce plan régional et dans toutes les actions qui sont menées, il faut vraiment qu'il y ait une vision complète du sujet, même si les métropoles ont un levier encore plus important que les autres territoires sur cette fonction. Alors la feuille de route de l'Eurométropole de l'économie circulaire, elle doit répondre à la nécessité bien sûr d'organiser la transformation des modèles économiques, des modes de consommation qui sont encore trop majoritairement linéaires. Et la vocation, c'est bien sûr la réduction des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr, mais pas que. L'intérêt, c'est aussi augmenter la résilience du tissu eurométropolitain, du tissu économique qui fait aujourd'hui notre richesse. L'Eurométropole, donc, je l'ai dit, vient d'élaborer plusieurs plans de planification. Le plan climat et énergie chapeaute un petit peu tous les plans qu'on vient d'élaborer. Le schéma directeur des énergies est important aussi, puisqu'on veut partir vers une métropole 100% ENR à l'horizon 2050, donc il va falloir qu'on s'active aussi sur ce sujet-là. Le pacte, alors le pacte est quelque chose d'assez intéressant, puisque c'est finalement, le pacte c'est pour aménager et construire une ville en transition écologique. Et l'intérêt du pacte, c'est d'avoir un réseau, finalement, un réseau de tous les acteurs
qui sont sur l'aménagement, qui sont sur la construction, pour voir ensemble comment on va travailler à une ville plus résiliente, à une ville où on tient compte de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité de vie en fait, hein, des habitants, tout en travaillant aussi sur finalement le réemploi des matériaux, pour voir comment finalement la ville de demain se construira avec ces nouveaux éléments. L'intérêt de pouvoir travailler comme ça en synergie, c'est d'avoir finalement la vision de chaque acteur du territoire, d'avoir ses freins, mais aussi d'avoir les innovations qui peuvent apporter à une collectivité. Et le pacte, pour moi, est quelque chose de très intéressant, puisqu'il a permis finalement de créer une belle synergie entre tous les acteurs du territoire, sur en tout cas cet aménagement urbain, sur l'urbanisme même, qui est tant décrié aussi aujourd'hui. Et je pense que là, on a aussi une belle racine qui est en train de prendre. Et bien sûr, pour atteindre tous ces objectifs qui sont ambitieux, il faut que l'Eurométropole puisse s'appuyer sur des cadres collaboratifs existants, ou à imaginer, bien sûr, comme je l'ai dit, avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et je tiens à souligner les liens entre les collectivités, le monde économique et l'université qui sont importants sur notre territoire et qui nourrissent l'innovation. Alors l'association BOMA est ici et moi je les ai suivis avec Start-up de territoire. Et je trouve l'innovation qui sort d'ailleurs de Start-up de territoire sur beaucoup de thématiques est quelque chose de très intéressant parce qu'elle finalement elle nous amène une autre façon de penser, une autre façon de réfléchir. Et la collectivité, pour moi, on ressort grandi en ayant écouté son territoire, en ayant écouté la base même, et comment finalement on va réussir avec on va dire, ce brainstorming qu'il y a sur notre territoire, à construire de vrais projets avec tous les acteurs. Et donc, je pense que c'est un bel exemple, en tout cas, de ce que peut naître sur notre territoire qui est innovant. Alors, bien sûr, on va parler du BTP. Parce que le BTP, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire et on sait que sur la métropole, par exemple, c'est 3/4 des déchets, c'est issu du BTP. C'est important, puisque par rapport aux déchets ménagers, c'est 10 fois plus. Et donc, on travaille beaucoup avec nos ménages, mais c'est vrai que quand on regarde la proportion de déchets d'activité économique et du BTP, il y a du travail. Alors, je discutais tout à l'heure avec la région. La REP BTP, elle n'est pas encore là. C'est dommage, mais je pense que les professionnels du BTP ont un gros travail encore à faire sur le sujet. Et je pense que ce travail pourra être fait parce que le territoire bouge, parce que sur le territoire, il y a des actions innovantes qui vont permettre aussi cette prise de conscience, mais réelle, qu'il faut bouger, qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas rester dans l'état actuel des choses. Alors bien sûr, l'Eurométropole est consciente de son pouvoir d'influence, ça c'est évident, avec les acteurs économiques. Et on le voit avec la commande publique, gros travail qui est fait au niveau de notre schéma directeur de la commande publique, où 75% aujourd'hui de nos marchés ont une clause environnementale. Mais on sait qu'on doit aller plus loin, puisque on est en train de travailler justement la clause environnementale. Comment dans cette clause on peut intégrer du réemploi? Alors on le fait sur du mobilier aujourd'hui, mais comment à l'avenir on va le faire sur des matériaux. Et voilà, c'est quelque chose qui est enclenché. Et je sais que sur des amendements qui ont été faits sur la loi qui est en train d'être votée, le réemploi est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, il n'y a pas le signal sur le réemploi du BTP, mais en tout cas le signal sur le réemploi du mobilier. Et je pense que c'est bien. C'est une avancée importante et l'Eurométropole est contente de déjà commencer à travailler sur ce sujet. Alors bien sûr, les échanges, le dialogue sont importants et aujourd'hui je trouve que ces journées sont importantes parce que c'est vous l'avenir qui allez construire aussi cette ville de demain, même la ville d'aujourd'hui, puisqu'on a besoin aussi de vos réflexions pour qu'on ne reproduise pas forcément certaines erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Et comment on va travailler ensemble au niveau, comme je disais, nous sur le territoire. Mais il est toujours intéressant de voir ce qui se fait dans les autres pays européens qui ont aussi travaillé ce sujet-là. Pour avoir été en Italie du Nord 2 fois en voyage d'études sur 2 sujets différents, on voit une dynamique aussi qui s'est installée, qui est assez intéressante aussi, de par aussi des contraintes économiques à un moment donné et des décisions politiques
qui ont obligé finalement les territoires à bouger et à changer. Donc, d'où l'intérêt de pousser aussi pour que les lois aillent des fois un petit peu plus loin que ce qu'elles font, même au niveau européen où on a des directives. Mais voilà, les dates charnières sont un petit peu loin pour obliger finalement les opérateurs à changer et à bouger leur façon d'être et leur façon de penser. Alors bien sûr, l'économie circulaire n'est pas une solution miracle, mais elle va nécessiter aussi de lourds investissements, repenser le coût réel aussi des biens que nous consommons et bien sûr l'empreinte écologique. Je parlais hier d'hydrogène et aujourd'hui l'hydrogène est encore fabriqué, conçu avec le gaz. Donc l'empreinte écologique de l'hydrogène n'est pas encore au top. Donc il y a encore un gros travail à faire sur le sujet, même si on dit qu'elle pollue moins sur les agglomérations, mais la fabrication en tout cas n'est pas forcément encore ce qu'on attend d'une énergie renouvelable. Donc voilà, il y a encore du travail à faire et il faut vraiment qu'on ait toute cette vision du produit, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la destruction du produit sur cette empreinte écologique. Mais c'est vrai que cette économie circulaire, elle nous oblige à l'innovation et ça c'est important parce que c'est ce qui fait bouger un territoire, ce qui fait changer un territoire. Et récupérer les matériaux recyclables permet de faire baisser significativement le volume de déchets, ça c'est évident, et procure aussi de nouvelles matières premières qui contribuent à la réduction des tensions sur les ressources naturelles. C'est aussi l'ambition de réindustrialiser en local, au plus proche des gisements, parce que le transport, sur la qualité de l'air, on voit bien ce que ça donne, même si l'avenir arrive sur un transport plus propre, mais ce n'est pas forcément la solution. La solution est peut-être de revenir sur quelque chose de plus proche de l'habitat, du plus proche des lieux de vie. Alors, moi je vais conclure en disant que l'économie circulaire, c'est une économie d'innovation et de proximité. C'est comme ça que moi je la vois, que je pense que beaucoup la voient aussi, et qui va pouvoir faire mûrir les territoires peut-être différemment les uns des autres, puisque chacun a ses ressources et chacun a ses, on va dire, ses innovateurs et ses incubateurs propres. Donc je vous laisse la suite l'après-midi. Je vais rester là en tout cas pour le début. Et puis merci, parce que c'est important aussi la formation en amont de tous ceux qui après prendront aussi ma place, parce que c'est important aussi que les politiques puissent se saisir de ces sujets et que nos jeunes générations puissent aussi venir dans le champ politique pour apporter aussi leurs rêves et leurs innovations et faire aussi changer un petit peu la donne. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Madame Bay pour cette introduction qui montre bien que l'économie circulaire est effectivement l'une des politiques fortes actuellement au sein de l'Eurométropole. D'ailleurs, c'est vrai que lorsque vous nous aviez invités pour co-construire cette feuille de route sur l'économie circulaire il y a quelques semaines de cela, tous les partenaires qui co-organisent cette conférence étaient présents, donc on a vraiment essayé d'abonder les choses et ce qui était ressorti justement c'était d'introduire des projets dans la formation. Et c'est vrai que nous, on travaille avec plein d'élèves, plein d'étudiants, donc il y a vraiment le champ de possibles qui est ouvert pour donner à ces jeunes des projets concrets à mettre en place qui peuvent répondre aux besoins de l'Eurométropole. Donc ça, je trouve que c'est important. Donc je vous propose, donc, on va poursuivre. Donc l'idée là, c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est un projet européen. Donc c'est de montrer aussi un petit peu aux partenaires européens ce qui a été construit aujourd'hui. Donc là, on a eu ce premier aperçu avec la politique de l'Eurométropole et on va également avoir un petit aperçu aussi du travail qui est fait effectué par Énergie Vie.pro et BOMA depuis quelques mois justement pour pouvoir essayer de travailler sur la thématique de l'économie circulaire. Donc je vous laisse vous avancer, Katharina et Sabrina, pour pouvoir nous parler de tout ça. Oui, bonjour. Je m'appelle Katharina Brockstedt, je suis la de ressources Envirobat Grand Est, Énergie.pro. Quand Mélanie parle d'Énergie.pro, c'est Envirobat Grand Est. On est en réseau avec Grand Est, avec des ressources. On s'appelle Envirobat Grand Est ensemble. On est partenaire du bâtiment pour promouvoir les sujets du bâtiment durable. Et c'est financé par l'ADEME et la région. Et nous sommes à l'INSA. Hébergé à l'INSA. Alors, ensemble avec BOMA, tu veux... Oui, du coup je vais présenter BOMA assez rapidement. Donc, je suis Sabrina Ferlet, donc, de l'association BOMA Les Bonnes Matières.
Notre objectif, c'est de valoriser, en tout cas d'optimiser la valorisation des matériaux du bâtiment et en privilégiant surtout leur réemploi. On a différentes actions, notamment d'aller sur les chantiers, de répertorier des matériaux qui peuvent être récupérés et qui peuvent être réutilisés ou réemployés par des structures ou des projets qui pourront leur donner une seconde vie. On a une autre action, c'est effectivement de faire de répertorier en fait les filières qui sont déjà existantes sur notre territoire. Donc là, c'est vrai que nous, on agit surtout sur Strasbourg. L'objectif, c'est quand même de se diversifier sur la région. Et donc là, on répertorie donc déjà ces filières. Et l'objectif, c'est de créer peut-être des nouvelles filières liées aux besoins qu'on a sur notre territoire, de les accompagner. Et ensuite, ou enfin, avec d'autres actions encore annexes, on est en lien avec donc Envirobat Énergie Pro pour organiser des conférences, des groupes de travail, des groupes de réflexion qui nous permettent de lever les freins, notamment juridiques, parfois culturels, économiques. Et donc on travaille sur ces avancées-là et faire en sorte que le réemploi devienne un peu moins marginal. Voilà, merci. On s'est dit que cette mine d'or, le bâtiment qui fait beaucoup de déchets qu'on construit, mais que en fait, sont déjà existants comme produits qu'il ne faut plus extraire, valait la peine de faire un réseau régional pour le réemploi. Alors on a relancé ce réseau en mars, le 7 mars, avec un groupe de travail qui travaille depuis ensemble. Et après, il y avait une conférence justement lever les freins juridiques et assurantiels qui était suivie en septembre d'un groupe de travail, motiver les acteurs du bâtiment pour le réemploi, organiser le sourcing des matériaux, intégrer les réemplois dans le planning. Et ensuite, une conférence réemploi, mode d'emploi, où il y a Möbius de Paris qui est venu nous présenter ses retours d'expérience. Et du coup, aujourd'hui, notre après-midi et le matin, la visite qu'on a fait, c'était on a visité au terrain de la COP le bâtiment de la Virgule, qui est bien intéressant dans sa démarche très intelligente de réemploi de plus d'espace et de murs possibles, en fait. Ce qui était vraiment, c'est le premier approche pour nous aussi, c'est si on ne casse pas, réemployer vraiment les murs a plus de sens que de casser si on ne doit pas. Ok, on va commencer avec Roland Bechmann. Thank you very much. Roland Bechmann, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Vous êtes ingénieur en génie civil. Alors, il y a une traduction de l'anglais en français. Voilà. Donc, Roland Bechmann, vous travaillez depuis 20 ans chez Sobek Engineers. Depuis 2016, vous en êtes directeur général. Sobek AG, donc. Vous êtes directeur général et partenaire. Bernard Sobek Engineers, c'est une agence qui a été fondée par Bernard Sobek en 1992. Elle emploie 350 personnes dans 9 agences réparties dans le monde, travaillant sur différents types de bâtiments, de typologies de construction. Et vous avez un département architecture dans cette agence, mais vous travaillez également avec de très grands architectes tels que Zaha Hadid. L'énergie, les matériaux sont des questions très importantes, la réduction de ces deux dimensions pour votre agence, et vous avez aussi une discipline de construction pour l'avenir. J'ai trouvé sur Internet une phrase qui dit « Nos bâtiments doivent être construits avec moins de matériaux.
la légèreté de la construction est devenue un objectif d'avenir pour réaliser cette réduction. Il faut consommer moins de ressources, être plus durable à long terme et bien sûr être complètement recyclable. Il faut parvenir enfin à la neutralité carbone. Voilà, vous allez nous présenter votre stratégie pour atteindre ces objectifs. Je vous demande d'accueillir Roland Bechmann. Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ici. Voilà, je vois que la plupart d'entre vous comprennent l'anglais. Vous n'utilisez pas les casques. La traduction était très bonne du français vers l'anglais, donc si vous avez à utiliser la traduction dans l'autre sens, j'imagine que ce sera aussi bon. Et je vais commencer par vous dire d'où nous venons. J'ai beaucoup de diapositives dans cette présentation. Je vais peut-être passer assez rapidement sur certaines d'entre elles et puis m'attarder sur certains projets. D'où venons-nous? Nous sommes en fait une agence de design, d'ingénieurs, d'architectes qui travaillons sur des bâtiments normaux, des bâtiments de grande hauteur, des tours, pas toujours des bâtiments faciles, parfois des choses compliquées, des géométries complexes dans tout un tas de domaines de la construction, les infrastructures. On fait également pas mal de projets de musées, mais on s'intéresse beaucoup, on est très concerné par la manière dont l'industrie de la construction fonctionne et quelles sont les directions qu'elle prend. Si vous regardez un bâtiment normal, qu'il soit situé en Allemagne, en France ou n'importe où, c'est toujours un peu la même structure. Vous avez des colonnes, vous avez des dalles de béton et pour l'essentiel, la manière dont nous construisons ces bâtiments n'a pas changé depuis 40, 50 ans et si on veut être honnête, depuis une centaine d'années. Donc, en particulier les méthodes de construction et la manière dont nous réalisons les structures, on peut dire que l'industrie de la construction est finalement très conservatrice. Alors il y a des chiffres qui circulent, on peut les citer de différentes façons, mais l'impact de l'industrie de la construction sur l'environnement de façon générale est tout à fait considérable en réalité. La construction et ce sont là des chiffres assez conservateurs, est responsable d'un tiers de l'énergie consommée, au moins un tiers des émissions de CO2 dans le monde. Il utilise près de 45% des ressources consommées par l'humanité et génère plus de la moitié des déchets. Et bien sûr, ça dépend des façons de compter. Si vous regardez les émissions de CO2, l'industrie du ciment elle-même est responsable d'environ 7,28% des émissions de CO2. Donc c'est plus que la totalité du transport aérien dans le monde. Donc c'est vraiment très important. Et bien sûr, en même temps, du fait de la croissance de la population, on le sait, on a la nécessité de construire davantage de bâtiments et davantage d'infrastructures. Donc c'est un thème qui est très important pour nous et en particulier ces dernières années, il y a eu un certain nombre d'améliorations sur l'exploitation, la phase exploitation d'un bâtiment. Donc l'énergie nécessaire au chauffage, au refroidissement d'un bâtiment a été considérablement réduite. C'est bien sûr très positif, mais si vous regardez les émissions de CO2 du bâtiment sur l'ensemble de sa durée de vie, et là je ne montre que quelques années, mais bien sûr ça dépend de différents chiffres, mais le tableau global est toujours le même. Les émissions de CO2 dans la phase de construction, les 2 premières années, lors de la construction initiale, représentent 50% des émissions totales de CO2 sur la durée de vie du bâtiment, en particulier parce que tous les systèmes d'exploitation se sont améliorés, donc la proportion a changé. Donc la focalisation sur cette phase de la construction et l'énergie intégrée et le résultat sur les émissions de CO2 sont effectivement
très important et devrait être encore renforcé. Et ça, c'est si vous regardez sur les émissions de CO2 chaque année, mais si vous regardez les dommages, les impacts négatifs qui sont liés à cela, par exemple sur l'atmosphère, les dommages liés aux émissions de dioxyde de carbone que nous avons sur l'atmosphère, dans la phase de construction, qui se fait donc au début, les émissions de CO2, du fait de l'exploitation du bâtiment, ne viennent que progressivement, année après année, tandis que pour la construction, elles sont faites les 2 premières années. Elles sont là dans l'atmosphère et vous avez donc une accumulation très importante du fait de la phase de construction. Et ça n'est que... si on regarde à ce diagramme, vous avez une proportion de 1 à 4 en défaveur de la phase de construction. Voilà, chaque gramme de CO2 qu'on va pouvoir économiser pendant la construction d'un bâtiment est tout à fait importante. Et voilà, je vais faire bref. Moi, je viens d'une école d'ingénieurs de Stuttgart. On a une tradition dans cette école de construction de structures très légères, de minimisation de l'utilisation des matériaux et donc d'émissions de CO2. C'est vraiment une discipline importante de cette école et c'est bien sûr une façon d'approcher le problème, d'essayer de minimiser la quantité de matière, de matériaux. On a fait beaucoup de recherches, par exemple, dans les structures béton, des structures béton qui sont capables de s'adapter au diagramme de charge s'exerçant sur la structure avec des structures de coque, d'enveloppe. On le fait en collaboration avec l'université de Stuttgart avec laquelle on travaille. Bernard Sobek y est enseignant et on développe par exemple de nouveaux bétons qui sont très poreux dans leur partie centrale. Vous avez ici par exemple une dalle. Dans la partie centrale, vous avez moins de matière. Donc ces bétons poreux finalement ressemblent à ce qu'on trouve dans la structure des os. Voilà, je vais aller assez rapidement là-dessus parce que je voudrais m'intéresser sur des projets de recherche liés à l'économie circulaire, mais tout de même pour vous montrer qu'il y a ici d'ailleurs, vous voyez, plusieurs solutions pour travailler avec des techniques qui sont parfois complexes, difficiles à mettre en œuvre pour minimiser l'énergie intégrée dans la construction. Vous avez ici une image de béton poreux, là encore, ou alors les machines qui permettent de réaliser ces bétons poreux. Voilà, ce serait ici, voilà, vous avez le profil d'une dalle où on essaie de minimiser la quantité de matériaux en créant ces structures creuses à l'intérieur, au milieu de la dalle, de façon à réduire jusqu'à 50% la quantité de matière. Ou alors, on travaille aussi sur des structures adaptatives qui sont capables de s'adapter aux charges qui s'exercent sur la structure. Par exemple, si vous avez une charge qui vient de l'environnement extérieur, ok, il y a une petite animation qui ne marche pas, mais vous voyez le principe. On ne va pas surdimensionner la structure pour tous les cas de charge pouvant se manifester, mais vraiment on s'adapte, la structure s'adapte elle-même à la charge. Voilà, toutes ces techniques sont liées à minimiser l'énergie intégrée. Mais il reste qu'on pense que la meilleure manière de réduire l'énergie intégrée, c'est de ne pas utiliser de nouveaux matériaux dès le départ. On peut le faire au niveau des matériaux, par exemple avec le béton. On utilise beaucoup de béton recyclé en Allemagne. Et en particulier, dans les bâtiments que nous construisons, nous essayons de récupérer du béton qui est broyé, pulvérisé. On le réduit en des ingrédients nécessaires à la fabrication d'un nouveau béton de façon à vraiment recycler le béton. En fait, on minimise la ressource qu'on extrait de l'environnement. On utilise en fait la ville elle-même comme une mine de matériaux pour la fabrication de nouveaux bétons. Bien sûr, on ne peut recycler qu'un quart, hein, ça ne représente qu'un quart du nouveau béton
qu'on doit fabriquer, même si on utilise des matériaux recyclés, du gravier, des granulats, il va vous falloir un peu de sable, un peu de nouveau gravier, et il va vous falloir du ciment, bien sûr, pour réaliser le liant et avoir votre béton. Mais chaque fois qu'on peut minimiser un petit peu, on pense que c'est quelque chose d'important à faire. Voilà, à partir de là, on a travaillé sur un certain nombre de projets de recherche, par exemple sur la légèreté, le bois de construction. La construction bois est l'une des solutions puisque le bois de construction capture les émissions CO2 pendant la phase de photosynthèse liée à la croissance de l'arbre. Et bien sûr, ça c'est très positif, c'est beaucoup plus efficace que les structures béton traditionnelles. On ne peut pas toujours utiliser cette technique. La préfabrication également vous permet de minimiser les quantités émises de CO2. Ce qui est important ici, par exemple, on peut construire les bâtiments de façon à les déplacer, à en flexibiliser l'utilisation. Voilà, c'est ici l'exemple d'un bâtiment qui a été déplacé pour différents usages. Et également l'idée de séparer le bâtiment en ingrédients, pour ainsi dire, en matériaux de base, de façon à réduire la consommation. On a beaucoup d'expérience dans cette approche. On construit ces maisons, par exemple, préfabriquées, légères, pour des situations telles que celles qu'on a connues en Allemagne ces dernières années, où on avait cet afflux de réfugiés. Il nous a fallu construire beaucoup de maisons dans un très court laps de temps. Et pour des circonstances qui certainement vont changer avec le temps, puisqu'on a besoin de ces maisons quand les gens arrivent, mais ensuite on souhaite les intégrer davantage dans la société. Donc ce sont des habitats temporaires, qu'il faut qu'ils soient de bonne qualité, qu'ils soient sûrs. Et puis voilà, c'est une manière de construire des maisons qui peuvent être déplacées, démontées, recyclées, sans vraiment perdre cette énergie enfouie, intégrée, qui a été utilisée pour les fabriquer la première fois. Et à partir de tous ces projets de recherche, on a commencé à travailler sur une unité particulière dans ce projet NEST. Et l'unité dont je parle, c'est celle qui est au milieu, là, en couleur. C'est un projet de recherche de l'École Polytechnique de Lausanne, ETH. Et nous sommes responsables de cette unité en couleur, là, qui est au milieu. C'est ce projet NEST, Next Evolution in Sustainable Building Technology, c'est-à-dire l'évolution à venir dans les technologies de la construction soutenable, l'idée étant de minimiser les émissions de dioxyde de carbone. Par exemple, donc, cette unité en haut à droite a été dessinée par Philippe Bloch. Nous, on était la seule équipe non suisse à créer cette unité. On a travaillé avec les professeurs Ebel et Heisel de l'Université de Karlsruhe. On a été invité par l'ETH de Zurich, donc l'École Polytechnique de Lausanne, pour rejoindre cette équipe parce que, voilà, nous, on est plus des designers et des docteurs Hebel et Félix Heisel viennent du milieu des matériaux davantage. Ils ont travaillé sur les matériaux compostables. Donc c'était un partenariat intéressant. Si vous regardez cette unité qui est là au milieu entre les deux dalles, vous voyez cette façade avec différentes couleurs. Et ça, c'est simplement parce que on a essayé... disons que notre objectif était d'utiliser des matériaux qui sont recyclés, qui peuvent être recyclés très facilement ou qui sont compostables. Et par exemple, ce sont des plaques de cuivre, là, voilà, qu'on a utilisées et qui viennent de bâtiments existants. Donc on a collecté, trouvé des plaques de cuivre avec des coloris légèrement différents, des patines différentes. Vous avez des oxydations qui se sont faites différemment, plus verticalement, plus inclinées sur les différentes plaques. Et
voilà, ce sont des matériaux qui viennent de différents bâtiments, parfois d'une église, de la toiture d'une grange. Et c'est la raison pour laquelle ces plaques ont des esthétiques et des patines différentes. Notre unité, c'est une unité de recherche on n'avait pas de crainte, on n'était pas gêné par cet aspect des choses, c'était l'un des buts. Voilà, vous avez ces cycles biologiques de la construction qu'on met en œuvre dans le cadre de l'économie circulaire. Vous connaissez ça, donc je vais sauter. Ici, nous étions responsables donc de cette unité qui a été insérée entre deux dalles. On a pu tout fabriquer en préfabriqué à l'atelier. On pense d'ailleurs que c'est un procédé qui est bien plus efficace de travailler en atelier plutôt que sur le site de construction. C'est intéressant si on peut généraliser, par exemple, pour une production en série de modules répétitifs. Voilà, ça c'est la structure telle qu'elle nous a été proposée, et puis nous sommes venus insérer notre module. Tout n'a pas été, tout n'est pas de la réutilisation. Par exemple, sur cette façade, on a utilisé de l'aluminium non traité, c'est la raison pour laquelle il est d'un coloris un peu foncé, qui sont non traités, c'est-à-dire qu'après la durée de vie de cette unité, le fait que l'aluminium n'ait pas été traité permet de le recycler de façon très facile. Et il est simplement de cette couleur foncée noire en raison de ce procédé d'anodisation, mais c'est de l'aluminium non traité comme on pourrait le trouver sur des façades normales. Et donc, on a pu travailler sur les différents éléments du bâtiment de façon que ici, voilà, vous avez ce schéma et avec une base de données de tous les matériaux qu'on a pu utiliser. Et pour tous les différents matériaux, on sait d'où ils viennent, on sait quels sont les potentiels de réutilisation après la durée de vie de l'unité. Pour chacun de ces éléments, de ces composants, on a à chaque fois un suivi très détaillé des émissions de CO2 qui ont été générées pour la création du matériau, de l'élément. Et ça, c'était là aussi une étape très importante de ce projet, comment décider des matériaux à utiliser pour chaque élément. Voilà, ici vous avez des images du montage. Vous voyez, donc véritablement, on est venu enficher notre module dans la structure. Les méthodes que nous avons utilisées étaient de trois ordres principalement. Il y avait le retraitement. Par exemple, à gauche, vous voyez ici une paroi sèche, un panneau qui est réalisé en carton, en emballage de boîtes d'emballage de boissons qui ont été pressées à chaud. Ce sont des matériaux qui sont déjà disponibles sur le marché. Pour un tel projet, vous ne pouvez pas tout créer à partir de zéro. Il y a déjà des matériaux qui existent. Donc ça, c'est un matériau et qui est proposé par un fabricant qui crée des panneaux pressés à chaud à partir d'emballages de boissons. Ce sont des panneaux très solides, très robustes, qui sont utilisés pour des parois intérieures. Et vous avez également donc ce procédé qui n'utilise pas de colle. Au milieu, nous avons la réutilisation de matériaux existants, par exemple ici des boutons de porte, des poignées de porte, qui datent des années 70, qui ont été récupérés d'un bâtiment démonté à Bruxelles, bâtiment qui a été démantelé donc, et donc il y avait là une agence d'architecture de Bruxelles qui avait une base de données très complète de collecte de ces éléments. On leur a demandé ce qu'ils avaient, voilà, est-ce qu'on pourrait réutiliser des éléments dans notre bâtiment. Voilà, ça a été donc ce que nous avons fait pour les poignées de porte.
Il y a également les questions d'isolation. Pour les bâtiments, on utilise des matériaux compostables, par exemple l'argile, le chanvre, qui nous permettent d'avoir des panneaux compostables. Également, et c'est quelque chose où on se retrouve un peu en conflit avec la réglementation, les codes de la construction. C'est une discussion qu'on a eue sur ce projet. Par exemple, pour assurer qu'après la durée de vie du bâtiment, on puisse de nouveau séparer les différents éléments, ingrédients, composants, pour pouvoir les réutiliser, voilà, il faut éviter, bien sûr, de les coller, d'avoir des éléments composites qui seraient très difficiles à séparer par la suite. Donc on essaie d'éviter de coller ou d'utiliser des joints en silicone, par exemple pour la façade, parce que c'est très difficile par la suite de séparer les éléments. Et donc, on utilisait là des méthodes de fixation mécanique avec des vis ou des brides d'assemblage des matériaux. C'est quelque chose, il faut faire un peu d'expérience, d'expérimentation ici, parce que ce sont de nouveaux détails, de nouveaux modes de connexion, de fixation. C'est bien sûr intéressant. Il y a des questions d'assurance qui vont peut-être se greffer là-dessus. On va essayer de, bien sûr, au niveau du design, de rester dans des modes de construction sûrs et qui puissent être assurables. Donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau. Là encore, vous le voyez, tout a été fabriqué en atelier. C'est une ossature bois, comme vous le voyez, bois de construction, du bois neuf. On a essayé de trouver du bois qui soit non traité, sans utilisation de produits chimiques, de produits de traitement. Un bois qu'on utilise également pour les portes de façade. Donc c'est du bois non traité qui pourrait être réutilisé par la suite. Donc c'est un produit très propre, très sain. L'isolation, là encore, vous la voyez, ce sont des murs classiques avec ici une isolation en laine de chanvre qui est, disons, compostable. Ou peut-être 98% compostable. Là encore, pour l'installation, on a essayé d'assembler les choses avec des fixations mécaniques, vissées. Voilà, ça c'est la phase de construction. Vous voyez comment les choses sont simplement vissées, assemblées ensemble. Il n'y a pas de colle et vous pouvez imaginer qu'après la durée de vie du bâtiment, on peut de nouveau le séparer en ses différents composants. Là encore, vous avez cette façade à l'atelier et vous voyez que sur cette vue rapprochée, ces différentes plaques de cuivre qui sont utilisées en façade avec ces profilés aluminium anodisés également qui protègent un peu la façade en pin des intempéries extérieures. Et vous voyez également les équipements techniques qu'on a pu utiliser. Pour ces équipements techniques, on a également essayé d'utiliser des éléments recyclés. C'était l'une des parties difficiles du projet. On ne peut pas utiliser des systèmes tels quels, puisque les systèmes ont été créés il y a une quarantaine d'années, on ne peut pas les réutiliser. Mais ici, ce sont des tubes de cuivre non traités, des tubes de cuivre de récupération. Et ça a été d'ailleurs une difficulté. Si on ne veut pas coller, si on ne veut pas souder, il faut trouver des moyens d'assemblage, de sertissage, mais on a trouvé des méthodes pour le faire. Là encore, les poignées de porte, c'est un designer bruxellois des années 70, très connu. Si vous regardez de plus près, vous voyez que cet élément a déjà eu une vie antérieure. Il n'est pas aussi neuf
que si on l'achetait auprès d'un fabricant de produits neufs, mais il a fallu donc mettre en place un niveau de sélection, un processus de sélection pour voir quel niveau de rayures, de petits défauts on pouvait accepter. C'est un processus où là, il faut des bases de données pour la réutilisation de tels éléments, par exemple des sièges de toilette ou des éviers. Pour ce type de projet, il faut disposer de matériaux qui soient encore en bon état, qui soient récupérés de bâtiments qui ont été démolis, et on essaie de trouver ces bâtiments et de récupérer les matériaux. Là encore, on a cherché pour les parois internes. Vous voyez ici, on a 3 couleurs différentes, bien sûr, parce que ça nous permet de montrer la construction du mur, ce qui se trouve derrière la cloison, les panneaux secs. Donc c'était un petit peu pour illustrer le propos. Et puis ensuite, vous avez de l'argile, un revêtement à l'argile qui est appliqué par-dessus. Voilà, vous avez aussi ici une moquette qu'on n'a pas achetée, on l'a louée en fait. Vous pouvez louer de la moquette pour l'utiliser à l'intérieur de votre bâtiment. Le fournisseur reprendra la moquette à l'issue du projet, de sa phase d'exploitation, et vous ne payez que pour l'utilisation. À partir de cette moquette, le fournisseur fabriquera à nouveau une moquette neuve. Si vous regardez les espaces également, les jonctions entre les murs et le sol, vous avez ces profilés qui vous montrent qu'on n'a pas collé les choses ont simplement été assemblées. Bien sûr, il faut s'assurer que vous avez une étanchéité. Voilà, il faut que la moquette ici reste en place, donc elle est simplement un petit peu fixée sur les côtés de la pièce. Là encore, vous avez cette paroi sèche dans laquelle on utilise ces panneaux pressés à chaud, réalisés à partir de carton d'emballage, et puis vous avez des panneaux en mousse de verre, c'est aussi des matériaux recyclés. Et puis, là encore, l'installation technique du bâtiment, comme je l'ai dit, ça a été assez difficile. La sélection des matériaux sans traitement, recyclables facilement, pouvant être connectés par des brides ou des sertissages, c'était une difficulté. On a regardé également la question de matériaux tels que le céramique réalisé à partir de verre, qui peut être recyclé de façon assez facile, mais qui intègre beaucoup d'énergie. Le recyclage du verre nécessite beaucoup d'énergie. Et donc, on a recherché un fournisseur qui ne fusionnait pas complètement le verre, mais simplement jusqu'à un point où le verre était suffisamment fluide pour pouvoir refabriquer un nouveau panneau de verre, mais dans lequel on verrait un petit peu des traces du verre de récupération utilisé pour cela. Et vous avez avec ça une esthétique très intéressante. Vous avez ici une paroi intérieure dans la salle de bain pour laquelle on a utilisé cette technique. Au niveau de la cuisine, par exemple, on a également utilisé ce type de polyéthylène, qui est également un matériau recyclé de bouteilles de boisson. Là encore, c'est un processus où c'est du downcycling, c'est-à-dire qu'on réduit un petit peu le niveau d'utilisation du matériau, mais c'est tout de même de la réutilisation et ça reste intéressant. Voilà. On a également ce mur en briques de réemploi. Vous avez 2 méthodes ici. Il y a des sociétés qui proposent différentes choses. Des briques existantes qui sont récupérées de bâtiments, qui sont démontées, qu'on peut réutiliser dans la construction de murs.
Mais ce sont des briques qui sont très chères actuellement. Elles sont 4 à 5 fois plus chères que des briques neuves, simplement parce que quand on les démonte d'un bâtiment, il faut se débarrasser du mortier qui attache encore à ces briques et vous avez de la main-d'œuvre et du travail qui est nécessaire pour les nettoyer. Donc ici, on a un mur en matériaux de briques réutilisés, mais ce sont des briques qui sont en fait pressées à partir de granulats de briques. C'est un mur intérieur, donc pas besoin peut-être de le réaliser avec du mortier, simplement les briques sont insérées dans un profilé métallique. On avait des profilés métalliques de différentes géométries pour créer des murs intérieurs, permettent également de séparer, de déplacer des cloisons. Au niveau de l'électricité, voilà, on a essayé également d'éviter d'avoir trop de câblage et on a trouvé chez Nimbus un produit très intéressant. Voilà, vous l'avez ici sur la photographie avec une très faible consommation d'énergie. Et l'idée, c'est un matériau, c'est un composant qui intègre des panneaux photovoltaïques avec que vous pouvez placer n'importe où bon vous semble. Vous pouvez le recharger et il est doté d'un aimant. Vous pouvez l'installer n'importe où sur une partie métallique. Euh, vous n'avez pas besoin de l'allumer ou de l'éteindre. Il a un capteur intégré qui détecte la luminosité ambiante. On peut l'utiliser sur les murs ou au plafond également. Là encore, vous avez donc ce processus de connexion des briques qui n'utilisent pas de mortier. On peut imaginer la réutilisation de ces briques à l'issue. C'est également le traitement que nous avons sur les bords. Ça ressemble un petit peu à une construction de Lego. Voilà, il y a des tenons, des mortaises pour l'assemblage des différents éléments. Au niveau pour les plafonds, vous avez à droite des éléments, on pourrait les acheter. On aurait des matériaux qui seraient collés ensemble. Et ici, vous avez donc le serpentin de refroidissement de ce panneau. C'est de l'aluminium non traité. Les choses seraient collées. Ce serait assez difficile de trouver quelque chose de ce type, de cette fabrication non collée. C'est relativement difficile à trouver. On pense que l'industrie est en phase de transformation. Il y a peut-être pour les designers ici l'occasion de créer une demande. Ici, vous avez un panneau de cellulose qu'on a utilisé pour des panneaux. Donc, les matériaux ont chacun leur histoire. Ils viennent de sociétés existantes qui les vendent. On a fait des recherches pour essayer de trouver les meilleurs matériaux. Avec certains fournisseurs, on travaillait sur de nouveaux matériaux, sur l'amélioration de leurs matériaux existants pour essayer de progresser dans la voie de l'économie circulaire. Et chaque fois que ça a été possible, on a essayé de réutiliser des éléments existants, des boutons de porte, des poignées, les éviers, comme par exemple au niveau de la façade. Pour notre bâtiment, ça a été assez difficile de ne pas utiliser de joints silicone et vraiment de trouver des procédés de sertissage, d'assemblage, et tout en préservant les performances acoustiques et l'étanchéité. Voilà, chaque matériau a sa propre histoire. Et c'est vrai, on a fait beaucoup de recherches auprès de sociétés qui récupèrent des déchets de construction pour voir ce qu'on pouvait trouver. Par exemple, pour le verre, on a essayé de maximiser les quantités de verre recyclés dans les nouveaux panneaux verts qu'on utilise. Avec ce recyclage qui a peut-être commencé il y a des décennies pour le verre, puisque c'est un matériau qui se recycle à l'infini.
On utilise différents types de verre, bien sûr, qui n'est pas toujours flottable hein, pour créer de nouveaux panneaux, mais ici vous avez des déchets de verre qui sont parfois intéressants. On a fait donc des recherches sur les processus, mais aussi on considère que pour certains éléments, c'était assez difficile d'avoir auprès de ces fournisseurs les informations sur les contenus en verre recyclé qui feraient partie de nouveaux panneaux de verre et quelle est la partie de sable neuf utilisée pour la fabrication du verre. On aimerait bien avoir davantage de données d'ailleurs à ce sujet de la part des fournisseurs. Nous, on était responsables du design. Nos partenaires étaient responsables d'autres aspects. C'était un travail collaboratif avec des sociétés très différentes. Là, vous avez tous les partenaires qui étaient impliqués dans le projet. C'est un peu le message. Si vous voulez changer le processus de construction, voilà, c'est vraiment une approche collaborative entre les développeurs, les promoteurs, les architectes, puisque personne ne peut tout faire soi-même. On ne peut pas demander aux designers de trouver tous les fournisseurs, de trouver les méthodes de mettre en œuvre de nouveaux matériaux. Donc voilà, c'est un processus collaboratif. C'est quelque chose qui pourrait être utilisé dans la rénovation de bâtiments. En Allemagne, il y a beaucoup de projets de rénovation de bâtiments. Et là encore, au niveau des intérieurs, du design d'intérieur, on peut utiliser ces approches dans ces processus, ces projets de rénovation. Voilà, c'était un aperçu de ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous inventez des nouveaux matériaux. Ça perturbe peut-être un peu des années de construction normative. En tout cas en France, je pense que ça pourrait être un peu problématique. Comment ça se passe en Allemagne? Est-ce que vous avez eu des difficultés à avoir des avis techniques ou ces dispositifs existent-ils également? Et si oui, comment vous les avez contournés? Oui, merci. Très bonne question. Bien sûr, on avait l'avantage ici de travailler sur une unité de recherche, un projet de recherche dans lequel, bon, je crois qu'on a respecté les codes de la construction en matière de structure, mais pas vraiment pour l'état de l'art de d'autres codes de la construction. Par exemple, si on devait livrer cette façade sans silicone à un client officiel, gouvernemental, on ne serait pas très à l'aise parce que il pourrait y avoir des conséquences juridiques avec des poursuites en cas de problème. Donc c'est vraiment un projet de recherche, une première étape pour essayer de faire évoluer les méthodes de production et trouver de nouvelles techniques de construction et peut-être au final faire changer les codes de la construction applicables. Mais on n'a pas tout fait dans ce projet de recherche conformément au code de la construction. On pourrait être en situation de risque avec certains clients. On réalise pour des clients privés ce type de maison avec ce type de technique, mais là on s'entend avec le client, à savoir que on ne respecte pas absolument toutes les règles. Bien sûr, la sécurité reste assurée, mais c'est une approche qui ne fonctionne qu'avec des clients privés, bien sûr. Alors j'ai une question. Vous avez parlé de ce que chaque partie du bâtiment a, pour ainsi dire, un passeport. Et ça ressemble peut-être à ce que les Pays-Bas ont fait avec le passeport bâtiment. Comment est-ce que ça fonctionne là dans votre projet? Oui, alors d'abord on collecte toutes les informations qu'on peut et ce que font les Pays-Bas dans la création d'un passeport pour chaque bâtiment, c'est la bonne approche. On peut peut-être discuter de telle ou telle technique, mais au final, c'est dans cette direction qu'on va. Là, dans ce projet de recherche, on l'a lié bien sûr à une approche BIM et on pense que
dans quelques années, les villes, en fait, devraient se doter d'un modèle numérique avec une base de données de l'ensemble des matériaux qui sont utilisés dans une ville, une base de données officielle qui serait utilisable pour différentes fonctions. Quand on construit un bâtiment neuf, nouveau, c'est important de savoir qu'un petit peu plus loin dans la ville, il y a un bâtiment qui est en train d'être démantelé et qui avec des matériaux qui sont peut-être récupérables. Nous, on a fait un petit peu ça à la main, mais c'est effectivement vers cela qu'il faudrait aller, un modèle numérique, une banque de données avec les caractéristiques des matériaux disponibles, accessibles à tout un chacun, bien sûr avec des questions de confidentialité qui seraient à résoudre, parce que tout le monde n'a peut-être pas envie de voir ce qu'on a utilisé à l'intérieur de son bâtiment. Euh, mais certainement, les villes devraient savoir, au fond, de quoi elles sont faites, de quoi elles sont construites. Oui, aux Pays-Bas, ils ont cette idée de savoir à tout moment de la vie d'un bâtiment quelle est la valeur du bâtiment. Oui, oui. Écoutez, non, moi je ne suis pas tout à fait familier, je ne connais pas très bien ce processus. Oui, c'est un système, mettons, un système a une quinzaine d'années de vie. Après, voilà, le bâtiment peut être vendu. Si au bout de 5 ans, le bâtiment a peut-être une certaine valeur, donc comment est-ce qu'on peut connaître la valeur d'un bâtiment au cours de sa durée de vie? Bon, ce serait peut-être une bonne approche, mais je suis peut-être un peu sceptique ici. C'est quasiment impossible de savoir quelle est la valeur d'un bâtiment aujourd'hui, combien il vaudra demain. Et vous savez qu'en Europe, le prix d'un bâtiment ne dépend pas de la qualité ou des matériaux, mais plus des prix déterminés par le marché de l'immobilier, une valeur immobilière. C'est un facteur qu'on ne contrôle pas vraiment. Donc je ne suis pas sûr de savoir où ça pourrait nous amener en termes de prix de l'immobilier. Mais voilà, avec ce genre de système, peut-être, euh, et puis avec peut-être des questions d'information privée hein, qui seraient difficiles. Laisser ses voisins savoir ce que vous avez comme matériaux, c'est une chose, mais savoir quelle est la valeur de ma maison à tout instant, je ne suis pas sûr. Donc nous, on se concentre sur l'énergie enfouie, intégrée, et sur le recyclage des matériaux. Du point de vue du prix de l'immobilier, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça nous aide dans une problématique de CO2 et de construction soutenable. Non, c'est pour s'assurer que chacun a cette possibilité de minage, d'aller chercher les matériaux là où ils sont, avec la valeur des matériaux. Euh, quand vous réfléchissez à la question de l'enseignement, l'économie circulaire, c'est quelque chose qui s'enseigne également. Oui, je crois que l'enseignement de la réutilisation, c'est important, mais vous avez pu voir que c'est aussi pour les professeurs un cycle d'apprentissage et de remise en question. Euh, euh, voilà, enseigner aux professeurs et aux étudiants en même temps. Je crois qu'il y a des champs nouveaux qui s'ouvrent, il y a des choses qui changent. On ne peut pas dire que voilà, on est les professionnels, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Non, nous professionnels, nous apprenons nous-mêmes avec les fournisseurs, par exemple. Et je crois que c'est un processus qui peut se retrouver dans le monde universitaire avec l'implication d'étudiants. Il y a bien sûr
des éléments qui doivent être enseignés, hein, qui doivent être intégrés dans les cursus d'enseignement. Tout ingénieur en structure devrait savoir quelle est la composante carbone de la structure qu'il conçoit. Et si vous regardez les enseignements dans les universités, ça n'en représente qu'une petite partie aujourd'hui. Voilà, on peut savoir qu'une structure va coûter 2,5 millions, ça c'est sûr, mais bien peu de gens, parmi ceux qui créent ces structures, peuvent dire combien il y a de CO2 dans cette structure. Ça c'est quelque chose qu'on peut enseigner et certainement on a des progrès à faire dans ce domaine. Pour les nouvelles méthodes de construction, je crois qu'il faut des processus collaboratifs d'apprentissage commun. Il y a des choses que les professionnels peuvent apprendre du monde universitaire parce que les universités peuvent, le monde académique peut comparer, utiliser des techniques utilisées dans d'autres domaines et les appliquer au domaine de la construction parce qu'en monde universitaire, on a la connaissance de différents domaines. On est un peu en train de réinventer le concept de mine, vous l'avez dit. En France, les nouvelles lois et celles qui arrivent en fait sont assez intéressantes. Elles vont permettre justement de capter de la matière première et les fabricants ont une responsabilité élargie du producteur. Ils doivent effectivement réintroduire de la matière première dans leur processus de fabrication. Or, par exemple, Saint-Gobain, une entreprise qui dit qu'il est en mesure de fabriquer du verre à hauteur de 90% de verre recyclé, dit aujourd'hui que son principal problème, c'est de trouver de la matière première propre. Et actuellement, quand on réfléchit un petit peu au sujet, c'est peut-être un des principaux points de blocage, ou en tout cas sur lequel il doit y avoir beaucoup d'innovation, pour pouvoir permettre de capter la ressource, la référencer, la distribuer. Donc inventer un nouveau circuit économique pour ces produits. Comment ça se passe en Allemagne? Vous auriez des exemples concrets? Est-ce que vous êtes un peu plus avancé sur le sujet? Non, je pense qu'en Allemagne, on est exactement... on en est au même stade, on n'est pas plus avancé en Allemagne qu'en France. Vous avez quelques fournisseurs comme Saint-Gobain qui ont des processus avec de l'information disponible, mais je crois que la situation n'est pas meilleure en Allemagne au niveau de l'information sur les matériaux. Il n'y a pas de base de données. Non, pas au niveau souhaité. Il y a des bases de données, mais nous, il nous faudrait un niveau de base de données beaucoup plus élaboré. Quand vous regardez en matière d'émissions de CO2 dans l'acier, vous avez 4 différentes bases de données et c'est en fait très lié au processus de production lui-même et ça ne peut être fourni que par le fournisseur de l'acier. Et bien sûr, ils sont un peu réticents à donner ces informations, à les communiquer. Nous, en tant que designers ou les clients, doivent demander ces informations de façon que les fournisseurs comprennent que c'est un facteur important pour leurs clients. Mais c'est le début, hein, c'est le début. Les choses n'ont pas évolué en Allemagne plus qu'ailleurs. Une dernière question, est-ce que vous avez fait une analyse sur le cycle de vie? Oui, bien sûr. On a fait une analyse du cycle de vie du bâtiment. C'est de ça qu'il s'agit finalement, c'est d'améliorer le cycle de vie d'un bâtiment au sein d'un processus circulaire. Ça n'est pas une prophétie autoréalisatrice, c'est... Dans chaque bâtiment est un projet et le but est d'essayer d'améliorer le cycle de vie du processus, même si vous avez des méthodes conventionnelles mélangées avec de nouvelles méthodes. C'est un peu l'objectif. Ouais, toutes les données ici étaient relativement faciles à obtenir parce qu'on a travaillé avec des fournisseurs et on n'a travaillé qu'avec des fournisseurs qui avaient les informations à nous fournir. Ce serait bien sûr difficile, c'est toujours difficile quand vous n'avez pas le choix du fournisseur, c'est très différent. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Au début de votre exposé, vous avez montré ce qui semble être du béton allégé ou du béton cellulaire.
C'est un produit qui est très pratique dans les constructions, ça permet d'alléger les structures. Néanmoins, avez-vous trouvé des solutions de traitement en Allemagne? Car ce béton qui contient du gaz aluminium ne peut pas bien se recycler. En sous-couche routière, par exemple, c'est catastrophique dans son réemploi. Donc le ciment classique se recycle bien. Le ciment ou béton cellulaire est pratique pour la construction, mais avez-vous trouvé des solutions de recyclage en Allemagne correctes, acceptables? Non, c'est un problème. On est bien d'accord. C'est avec toutes les nouvelles techniques, vous avez des techniques qui ont des avantages, mais qui en même temps vous amènent certains inconvénients. Et on est toujours à essayer d'optimiser l'ensemble. Bien sûr, avec le béton recyclé, on économise du matériau. Mais vous avez aussi, donc avec ces bétons poreux, vous avez ces gaz critiques. Non, c'est le même process. On n'a pas fait davantage de progrès en Allemagne sur cette question. Cependant, on pense qu'il est important de minimiser la quantité de matériaux consommés. Voilà. Donc, par exemple, par rapport aux structures bois, on préfère les structures bois chaque fois que c'est possible, hein, par exemple. Merci beaucoup. J'étais très heureuse de voir ces revêtements en plaques de cuivre qui créent un nouveau design. C'est un peu l'idée que la réutilisation peut conduire au design ou l'inverse. Donc, c'est peut-être une nouvelle chance pour ces matériaux plutôt que d'essayer de s'en passer. Merci beaucoup, Roland Beichmann.